dans les veines nocturnes de Paris, où les lumières des réverbères se mêlent aux reflets des vitrines luxueuses, la ville respire un air chargé de contrastes. Les boulevards haussmanniens, avec leurs façades impeccables, abritent des restaurants étoilés où les élites se pressent pour des dîners à plusieurs centaines d'euros. À quelques pas, dans les ruelles adjacentes, les ombres des sans-abri se fondent dans la nuit, leurs silhouettes courbées sous le poids de sacs en plastique remplis de leurs maigres possessions. L'odeur du pain frais et des sauces raffinées s'échappe des cuisines, se mêlant à celle de l'humidité et de la misère qui imprègnent les trottoirs. C'est un monde où l'opulence ignore la détresse, où les rires cristallins des dîneurs contrastent avec les tout-sautements étouffés des enfants dormant à même le sol. A eu cœur de cette dichotomie vit Aurore Valois, une femme de 32 ans dont la vie a basculé il y a 2 ans dans un drame qu'elle porte comme une croix invisible. Ancienne infirmière à l'hôpital Saint-Antoine, elle avait une existence modeste mais stable dans un immeuble HLM du quartier de Belleville. Mariée jeune à un ouvrier du bâtiment, elle avait donné naissance à Léo, son fils unique, un petit garçon aux boucles châtaines et aux yeux verts pétillants qui illuminaient ses journées épuisantes. Mais un incendie criminel ou du moins, c'est ce que les rapports officiels ont conclu sans approfondir, a tout ravagé. Son mari n'a pas survécu, piégé dans les flammes alors qu'il tentait de sauver des voisins. Aurore, enceinte de 8 mois à l'époque, s'en est sortie avec Léo dans les bras, mais l'assurance n'a couvert que des miettes, et les aides sociales se sont évaporées dans la bureaucratie. Licenciée pour absentéisme prolongé dû au stress post-traumatique, elle s'est retrouvée à la rue, errant de foyer en foyer jusqu'à ce que les places manquent. Aujourd'hui, elle serre Léo contre elle comme un trésor fragile, son corps maigre enveloppé dans un manteau rapiécé volé à une association caritative. Ses cheveux, autrefois soigneusement attachés en queue de cheval pour ses gardes de nuit, pendent en mèches grasses et emmêlées. Ses mains, habituées à panser les plaies des patients, tremblent maintenant de froid et de faim. Chaque matin, elle se réveille sous un pont ou dans une bouche de métro, comptant les pièces glanées la veille pour acheter un pain au chocolat à Léo. Le petit, âgé de 3 ans, ne comprend pas encore la dureté du monde, il rit quand elle lui chante des comptines, ignorant que sa mère pleure en silence la nuit. Ce soir d'octobre, le vent glacé balaie la rue des Francs-Bourgeois, dans le Marais, un quartier où les boutiques de luxe côtoient les galeries d'art. Aurore marche d'un pas lent, Léo endormi sur son épaule, son poids de plus en plus lourd à porter. Elle a passé la journée à faire la queue devant une soupe populaire, mais les portions étaient maigres, et Léo n'a avalé que quelques cuillères de soupe fade. La faim la tenaille, une bête qui ronge ses entrailles, la faisant vaciller. Elle s'arrête devant la vitrine illuminée du chez Maximilien, un restaurant 3 étoiles Michelin où les critiques culinaires s'extasient sur les créations du chef étoilé. À travers la vitre embuée, elle aperçoit des tables drapées de nappes blanches immaculées, des serveurs en smoking qui glissent avec grâce, portant des assiettes débordantes de foie gras poêlé, de riz de veau fondant et de desserts architecturés comme des œuvres d'art. L'odeur qui s'échappe par la porte entr'ouverte, un mélange de truffes, de beurre noisette et de vin millésimé fait saliver Aurore malgré elle. Son estomac se contracte violemment. Léo remue dans son sommeil, murmurant « Maman, j'ai faim ». C'est le premier conflit, celui qui la pousse à l'action, la survie pure. Elle sait que mendier devant les restaurants est risqué, les vigiles chassent souvent les intrus mais la nuit avance, et demain sera pire. Elle doit tenter point à l'intérieur, assis à une table d'angle avec vue sur la rue, Charles-Henri de Rochebrune savoure son dîner en solitaire. 50 ans, héritier d'une dynastie immobilière qui a bâti sa fortune sur des spéculations audacieuses dans les années 80, il incarne l'élite parisienne. Son costume sur mesure, taillé dans une laine italienne, épouse sa silhouette athlétique entretenue par des séances privées avec un coach. Sa montre Patek Philippe brille discrètement à son poignet, et son verre de Château Margaux 2005 rougeoie sous les lustres en cristal. Charles-Henri dîne seul depuis que sa femme, Éléonore, l'a quitté il y a 5 ans, lassé de ses absences et de ses secrets. Mais la solitude n'est pas son vrai fardeau, c'est le vide laissé par sa fille unique, Camille, morte à l'âge de 16 ans dans un accident de voiture qu'il conduisait. Une fraction de seconde d'inattention, un texto sur son téléphone, et tout a basculé. Depuis, il fuit les enfants, les anniversaires, les souvenirs qui le hantent. Il commande un filet de bœuf Rossini avec une précision mécanique, sans même consulter la carte, habitué à ce que le monde plie devant lui. Pourtant, derrière son regard gris acier, une faille subsiste,
une culpabilité qui le ronge, le poussant à des actes de charité anonymes dont à des orphelinats, fondations pour les accidentés de la route mais jamais de face à face. Il évite les regards qui pourraient le confronter à son passé. Autour de lui, le restaurant bourdonne d'une vie factice. Margot, la maîtresse d'hôtel, une ancienne mannequin de 40 ans aux traits ciselés mais marqués par les excès, supervise le service avec un sourire figé. Elle méprise les clients trop bruyants, mais surtout ceux qui osent perturber l'ordre comme les sans-abri qui parfois collent leur nez à la vitre. Samir, le plongeur maghrébin de 25 ans, travaille en cuisine, lavant les assiettes dans un nuage de vapeur. Originaire de banlieue, il envoie la moitié de son salaire à sa famille au Maroc et glisse parfois des restes dans un sac pour les SDF qu'il croise en sortant tard le nuit. Il observe Charles-Henri avec une rancune muette. Cet homme possède des immeubles entiers, y compris celui où vivait la sœur de Samir avant son expulsion pour un projet de rénovation. Les interactions sont minimales, mais la tension est palpable. Margot craint pour son poste si un scandale éclate, Samir rêve de justice sociale, et Charles-Henri incarne le système qu'ils servent ou subissent. Aurore, dehors, hésite une dernière fois. Léo pèse lourd, son souffle chaud contre son cou. Elle pousse la porte vitrée du restaurant. Un silence immédiat tombe sur la salle. Les conversations s'arrêtent, les fourchettes restent en suspens. Les clients des couples élégants, des hommes d'affaires en costard la dévisagent avec un mélange de dégoût et de curiosité. Margot s'approche d'un pas rapide, prête à l'expulser. « Madame, ceci est un établissement privé. Sortez immédiatement. » Mais Aurore, les yeux baissés, s'avance jusqu'à la table de Charles-Henri. Sa voix tremble, à peine audible au-dessus du bourdonnement des conversations reprises à voix basse. « Monsieur, puis-je manger les restes que vous laisserez ?» Les mots sortent comme une prière, un aveu de désespoir pur. Léo, réveillé par le bruit, ouvre grand ses yeux verts, fixant l'assiette débordante. Charles-Henri lève la tête. D'abord, il voit les chaussures trouées d'Aurore, maculées de boue. Puis son manteau déchiré, son visage pâle aux traits tirés. Enfin, les yeux de Léo, ses yeux verts, identiques à ceux de Camille sur les photos qu'il garde dans son portefeuille. Un choc le traverse, comme une décharge électrique. Son cœur, endurci par des années de cynisme, se fissure. Il se souvient de Camille à 3 ans, riant dans ses bras. Margot insiste, « Monsieur, je m'en occupe. » Mais Charles-Henri lève la main, un geste autoritaire. « Laissez. » Il pousse son assiette vers Aurore, le bœuf encore fumant, les frites croustillantes, la sauce riche. Aurore s'agenouille par terre, ignorant les murmures choqués. Elle prend une frite froide, la porte à la bouche de Léo. L'enfant mord, mâche, sourit pour la première fois depuis des jours. Une larme coule sur la joue d'Aurore, qu'elle essuie rapidement. Charles-Henri ne dit rien, mais ses yeux ne quittent pas l'enfant. Pour la première fois en 10 ans, il sent une émotion qu'il croyait enterrée, la tendresse paternelle. Le lendemain matin, Charles-Henri se réveille avec ses yeux gravés dans l'esprit. Il annule ses réunions, une première en 20 ans. Au restaurant, il interroge Margot, la femme d'hier soir, elle est revenue ? Non. Agacé par son obsession naissante, il appelle Samir dans son bureau improvisé, une table au fond de la cuisine. Trouve-la. Dans la rue. Dis-lui que je veux la voir. Samir, surpris par cette demande d'un client habituellement distant, acquiesce. Il connaît les recoins de Paris, les abris sous les ponts. En fin d'après-midi, il localise Aurore près du pont Marie, assise sur un carton, berçant Léo qui tousse faiblement. Monsieur de Rochebrune vous attend. Il y a ça. Il tend une enveloppe, 500 € en billets neufs et une carte de visite gravée. Aurore fixe l'argent, tentée. Elle se souvient des articles de presse. Rochebrune expulse 300 familles pour un méga-projet à Belleville. Son ancien quartier. Mais Léo a de la fièvre, ses lèvres sont bleues. Les urgences sont bondées, et sans assurance. Elle n'a pas le choix. Elle fourre l'enveloppe dans sa poche, prend Léo dans ses bras et suit Samir. Le siège de Rochebrune Immobilier, place Vendôme, est un palais de verre et d'acier, symbole de pouvoir. Aurore entre, intimidée par les marbres polis et les ascenseurs silencieux. Charles-Henri l'attend dans son bureau au dernier étage, vue panoramique sur Paris. Il est nerveux, ajuste sa cravate. Asseyez-vous. Il propose un marché direct, un appartement de fonction rue de Rivoli,
2 pièces meublées, un salaire de gouvernante pour elle. En échange, elle s'occupe de sa résidence secondaire, un prétexte. Et silence sur leur rencontre au restaurant. Personne ne doit savoir. Aurore hésite. La gratitude la submerge, un toit, de la nourriture, un médecin pour Léo. Mais dans le regard de Charles-Henri, elle discerne autre chose, une intensité presque possessive. Elle accepte, signe les papiers d'une main tremblante. Les premiers jours dans l'appartement sont un rêve éveillé. Léo a un lit avec des draps propres, des jouets offerts par Charles-Henri. Aurore cuisine pour la première fois depuis des mois. Mais la tension monte. Charles-Henri passe chaque soir, apportant des livres pour enfants, observant Léo jouer. Il interdit les sorties après 22 heures, pour votre sécurité. Il offre un téléphone neuf avec géolocalisation activée, elle le découvrira plus tard. Un soir, en rangeant son bureau, Aurore trouve un dossier, Projet Phénix Démolition Belleville. Des plans, des photos, et une image d'elle, enceinte, devant son ancien immeuble, daté de 2022. Il la surveillait déjà ? Dans les couloirs de l'immeuble, des employés murmurent, il a déjà pris une femme sous son aile, elle a disparu un jour. Aurore sent le piège se refermer. Qui est cet homme ? Pitié ou obsession ? La méfiance s'installe, mêlée à une dépendance naissante. Léo rit avec lui, l'appelle Monsieur Charles. Aurore, déchirée, commence à poser des questions discrètes à Samir, qui livre des courses. Fais attention. Il n'est pas ce qu'il paraît. Le mystère s'épaissit, pourquoi elle ? Pourquoi maintenant ? La nuit, Aurore regarde par la fenêtre, Paris scintillant en bas, et se demande si elle n'a pas troqué la rue contre une prison dorée. Le conflit interne grandit, gratitude contre instinct de survie. Et si Charles-Henri cachait plus que de la générosité ? Les premiers mois dans l'appartement de la rue de Rivoli s'écoulent comme un rêve trop parfait pour être honnête. Les placards se remplissent de provisions que Charles-Henri fait livrer chaque semaine, paquets de pâtes bio, fruits hors saison, lait entier pour Léo. Le petit garçon, qui n'avait connu que le goût fade des soupes populaires, dévore des yaourts à la vanille en riant, les lèvres blanches de crème. Aurore, elle, redécouvre le plaisir simple d'une douche chaude sans limite de temps, d'un lit qui ne sent pas l'humidité, d'un réfrigérateur qui ronronne au lieu de claquer des dents. Pourtant, chaque soir, quand la porte se referme sur Charles-Henri après sa visite rituelle, elle sent une pression invisible peser sur sa poitrine. Il reste toujours plus longtemps, s'attarde sur les jouets de Léo, pose des questions précises, a-t-il toussé cette nuit ? A-t-il mangé les carottes ? Il apporte des vêtements neufs, taille exacte, comme s'il avait mémorisé chaque courbe du corps de l'enfant. Un soir, il dépose sur la table une peluche géante, un ours brun aux yeux verts cousus main. Pour qu'il ait un ami, dit-il, la voix rauque. Aurore remercie, mais le jouet lui semble trop lourd, trop cher, trop calculé. Elle commence à remarquer les règles non dites. Charles-Henri lui a remis un trousseau de clés, mais l'une d'elles, celle de la porte blindée de l'immeuble, est électronique et ne s'active qu'avec son empreinte digitale à lui. Pour votre sécurité, répète-t-il. Le téléphone qu'il lui a offert vibre parfois sans raison, elle découvre plus tard que l'application, localisée, est activée en permanence. Elle teste, elle sort acheter du pain à 21h47, et à 21h52, un message, « Tout va bien ?» Elle répond oui, le cœur battant. Le lendemain, il commente, « Tu as mis 7 minutes pour aller à la boulangerie. » Il y avait du monde ? Elle n'a parlé à personne. Comment sait-il, un après-midi, alors qu'elle range le bureau de Charles-Henri dans sa résidence secondaire, un hôtel particulier du 7e arrondissement où elle doit faire le ménage 2 fois par semaine, elle ouvre un tiroir fermé à clé qu'elle a forcé avec une épingle à cheveux. Dedans, un dossier épais, Projet Phénix phase 2. Des plans de Belleville, des lettres d'expulsion, des rapports d'expertise incendie. Et, agrafée à la dernière page, une photo d'elle, enceinte, devant l'immeuble en flammes, prise de loin avec un téléobjectif. Au dos, une date, 14 mars 2022. 3 jours avant l'incendie. Elle tremble. Il la surveillait déjà. Pourquoi ? Elle referme le tiroir, le cœur cognant si fort qu'elle croit que les domestiques vont l'entendre. Ce soir-là, elle attend Charles-Henri dans le salon. Il arrive à 20h15 précise, comme toujours, un sac de jouets à la main.
Léo court vers lui, bras tendus. Charles-Henri le soulève, le fait tourner, rit un rire qu'Aurore n'avait jamais entendu, franc, presque enfantin. Puis il se tourne vers elle, sourire figé. Tu as l'air fatigué. Elle attaque sans préambule. Pourquoi cette photo de moi enceinte dans ton tiroir? Le silence tombe, lourd comme un rideau de théâtre. Léo, sentant la tension, se blottit contre sa mère. Charles-Henri pose l'enfant, s'assoit. Parce que Léo a les yeux de ma fille. Sa voix se brise. Il raconte, Camille, 16 ans, accident, sa faute. Depuis, il fuit les enfants, mais quand il a vu Léo au restaurant, quelque chose a craqué. Je voulais réparer. Te protéger. Vous protéger. Aurore écoute, partagée entre pitié et colère. Il pleure, pour la première fois devant elle. Elle pose une main sur son bras, instinct d'infirmière. Mais au fond d'elle, une alarme hurle, trop facile. Les semaines suivantes, la relation évolue en un étrange équilibre. Charles-Henri devient plus présent, presque paternel. Il emmène Léo au parc Monceau, lui achète des glaces hors de prix, lit des histoires avec des voix ridicules. Aurore observe, attendrie malgré elle. Léo l'appelle « Charles », maintenant, et quand il tombe, c'est vers lui qu'il court. Elle se surprend à sourire. Mais la méfiance reste. Elle commence à poser des questions à Samir, qui livre les courses 2 fois par semaine. Dans la cuisine, pendant que Léo joue, elle murmure « Il a déjà fait ça ? Prendre quelqu'un sous son aile ?» Samir baisse les yeux. Une femme, il y a 5 ans. Une serveuse du restaurant. Elle a vécu ici 3 mois. Puis, plus rien. On dit qu'elle est partie en province. Aurore sent le froid lui mordre la nuque. Un soir, Charles-Henri arrive avec un médecin. Léo tousse encore. J'ai pris rendez-vous chez le meilleur pédiatre de Paris. Le diagnostic tombe, cardiopathie congénitale légère, mais qui nécessite une opération à cœur ouvert avant ses 5 ans. Coût, 80 000 €. Aurore blêmit. Charles-Henri pose une enveloppe sur la table. Je paye. Tout. Elle refuse d'abord, par orgueil. Puis Léo tousse, une quinte qui le plie en 2. Elle signe le consentement, les larmes aux yeux. Mais il y a une condition. Il la formule un soir, après avoir bordé Léo. Ils sont seuls dans le salon, une bouteille de vin ouverte. J'ai besoin d'un héritier. Un vrai. Ma lignée s'éteint. Il parle calmement, comme on discute météo. Tu es jeune, en bonne santé. Je te propose un contrat, tu portes mon enfant, je te donne 1 million d'euros, un appartement à ton nom, et Léo aura tout ce dont il a toujours rêvé. Aurore se lève d'un bond. Tu me prends pour une jument? Il ne bronche pas, c'est une transaction. Tu sauves Léo, tu sauves ta vie. Elle hurle, le gifle. Il ne bouge pas, encaisse. Réfléchis. Tu as 1 semaine. Cette nuit-là, elle ne dort pas. Elle fait ses valises en silence, réveille Léo à 3 heures du matin. Ils descendent l'escalier de service, évitent l'ascenseur. Dehors, la pluie tombe dru. Elle marche jusqu'au métro, direction banlieue. Chez Samir, qui habite un studio à Saint-Denis. Il ouvre, torse nu, yeux rougis. Qu'est-ce qui se passe? Elle raconte tout, la voix brisée. Samir écoute, puis disparaît dans sa chambre. Il revient avec une clé USB. J'ai copié des dossiers de son ordinateur au restaurant. Compte offshore, expulsion illégale, preuve que l'incendie de Belleville n'était pas un accident. Il a payé un expert pour falsifier le rapport. Aurore fixe la clé, tremblante. Si je balance ça, il est fini. Samir hoche la tête. Mais il te retrouvera. Il a des relations partout. Elle passe la nuit à copier la clé sur son téléphone, envoie une copie à une adresse mail anonyme. Au petit matin, elle embrasse Léo endormi, laisse un mot à Samir. Je reviens. Elle prend le RER jusqu'à Châtelet, marche jusqu'au siège de Rochebrune Immobilier. Charles-Henri l'attend dans le hall, comme s'il savait. Il l'emmène dans son bureau. Tu es revenu. Elle pose la clé USB sur le bureau. Je sais tout. L'incendie, les expulsions, la surveillance.
Je vais tout envoyer à la presse. Il sourit, triste. Tu crois qu'ils te croiront? Une SDF contre moi? Il appuie sur un bouton. Une vidéo s'affiche sur l'écran géant, Samir, filmé en caméra cachée, volant de l'argenterie au restaurant. Il ira en prison pour vol. Sa famille au Maroc n'aura plus rien. Aurore vacille. Il continue, et Léo? Je peux le faire placer en foyer d'urgence. Tu n'as plus de domicile fixe. Elle hurle, pleure, frappe le bureau. Il la laisse faire, puis tend un mouchoir. Signe le contrat. Ou perd tout. Elle signe. Pas le contrat de maternité, elle refuse toujours, mais un accord de silence. En échange, l'opération de Léo est programmée, Samir est blanchi, elle reste dans l'appartement. Charles-Henri gagne. Pour l'instant, 3 mois passent. Léo va mieux, une cicatrice en forme de fermeture éclaire sur la poitrine. Il court, rit, appelle Charles-Henri, papa, par erreur un jour. L'homme pâlit, ému. Aurore observe, muette. Elle range la clé USB dans une boîte à chaussures, sous des pulls. Elle ne dort plus. Elle note tout, les horaires de Charles-Henri, les noms des visiteurs, les coups de fil suspects. Elle devient paranoïaque, mais lucide. Un matin, une lettre glisse sous la porte. Pas de timbre, pas d'adresse. Juste une phrase tapée à la machine. Tu crois qu'il t'a choisi par hasard? Demande-lui pourquoi il a brûlé ton immeuble. Signé, Monsieur Aurore relit 10 fois. Monsieur Margot? La maîtresse d'hôtel? Elle se souvient de son regard au restaurant, méprisant mais aussi, calculateur. Ce soir-là, elle fouille le bureau de Charles-Henri pendant qu'il est en réunion. Elle trouve un rapport d'incendie confidentiel, cause, court-circuit dans l'appartement 3B, locataire, Margot de Rochebrune. De Rochebrune? La même Margot? Elle cherche sur son téléphone. Margot est la belle-sœur de Charles-Henri, la sœur cadette d'Éléonore, son ex-femme. Elle vivait dans l'immeuble d'Aurore. Pourquoi? Elle appelle Samir. Pas de réponse. Elle laisse un message vocal. Viens ce soir. J'ai trouvé quelque chose. À 23h17, on frappe à la porte. Ce n'est pas Samir. C'est Margot, tailleur impeccable, regard glacial. Tu fouilles dans les affaires de mon beau-frère? Elle entre sans attendre, referme la porte. Tu crois que tu es la première? Il collectionne les âmes brisées. Elle rit, amère. J'ai mis le feu pour l'assurance. Il a couvert. En échange, il m'a promis une part du projet Phoenix. Mais il m'a doublé. Aurore recule. Margot continue, et toi? Tu es le jouet parfait. Une mère courage, un enfant malade. Il te garde pour se racheter. Elle tend une enveloppe. Des preuves. Contre lui. Contre moi. Fais en ce que tu veux. Elle sort. Aurore ouvre l'enveloppe. Des mails, des virements, des photos de l'incendie prises avant les pompiers. Le lendemain, Samir ne vient pas au travail. Le restaurant dit qu'il a démissionné. Son téléphone est éteint. Aurore panique. Elle va chez lui, à Saint-Denis. L'appartement est vide, les affaires emballées à la hâte. Sur la table, un mot, part. Il sait. Signé Samir. Ce soir-là, Charles-Henri arrive plus tôt. Il a un bouquet de roses blanches. Pour fêter la guérison de Léo. Il voit le visage d'Aurore, défait. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle ne répond pas. Elle regarde par la fenêtre. Dans la rue, une silhouette encapuchonnée observe l'immeuble. Charles-Henri suit son regard, fronce les sourcils. Tu attends quelqu'un? Elle secoue la tête. Mais elle sait, le jeu a changé. Elle a les preuves. Il a le pouvoir. Et quelqu'un d'autre tire les ficelles dans l'ombre. La dernière image de cette partie, Aurore, dans la chambre de Léo, glisse l'enveloppe de Margot et la clé USB dans le double fond de la peluche ours. Elle embrasse son fils endormi. Dehors, la pluie recommence à tomber. Elle murmure, on va s'en sortir. Mais dans ses yeux, pour la première fois, il y a autre chose que la peur, la détermination. Les jours qui suivent la disparition de Samir s'étirent comme une corde raide sur laquelle Aurore marche à l'aveugle.
Chaque bruit dans l'escalier la fait sursauter, chaque sonnerie du téléphone la glace. Elle n'a plus de nouvelles de Margot non plus, son numéro est désactivé, son casier au restaurant vidé, sa photo effacée du mur des employés. Charles-Henri, lui, reste d'un calme olympien. Il apporte des croissants chauds le matin, des livres illustrés le soir, parle de l'opération de Léo comme d'un succès banal. Il grandira fort, tu verras. Il ne mentionne ni Samir ni la lettre anonyme. Il ne pose pas de questions sur la peluche ours que Léo serre maintenant partout. Aurore, elle, dort avec la clé USB et l'enveloppe de Margot sous son oreiller, comme un pistolet chargé. Un jeudi de novembre, le ciel est si bas qu'on dirait qu'il va toucher les toits. Aurore reçoit un SMS d'un numéro masqué, rendez-vous 18h, square Louis XVI, banc près de la fontaine. Viens seule. Elle hésite, puis enfile son vieux manteau, embrasse Léo qui joue avec ses cubes, et descend. Charles-Henri est en réunion jusqu'à 20h, elle a 2 heures. Dans le square, sous les platanes dénudés, une femme l'attend. Tailleur noir, lunettes fumées. Cheveux courts. Ce n'est pas Margot. Asseyez-vous. Voix grave, accent parisien chic. Elle se présente comme Claire Meunier, journaliste d'investigation au Monde. Samir m'a contacté avant de disparaître. Il m'a parlé de vous, de Rochebrune, de l'incendie. Elle tend une carte de presse. Aurore la prend, tremblante. Il est où? Claire hausse les épaules. En lieu sûr. Il a peur. Elle sort un dossier. J'ai vérifié vos preuves. Les virements, les mets, le rapport d'expertise falsifié. C'est du lourd. Mais il me faut votre témoignage. Public. Aurore secoue la tête. Il me détruira. Il a Léo. Claire sourit, froid. Pas si on le coince avant. Le soir même, Aurore rentre, les mains pleines de tracts pour un foyer d'urgence qu'elle a pris machinalement. Charles-Henri est déjà là, devant la télé, Léo sur ses genoux. Il lève les yeux. Tu es en retard. Elle ment, course. Il n'insiste pas. Mais le lendemain, il annonce, week-end à Deauville. J'ai loué une villa. Pour fêter la guérison. Aurore refuse. Il fronce les sourcils. Ce n'était pas une question. Le ton est nouveau, tranchant. Elle cède. Dans la voiture, Léo chante à l'arrière, Charles-Henri conduit, silencieux. Sur la plage, il marche pieds nus, Léo court après les mouettes. Aurore reste en retrait, téléphone en main. Elle envoie un message à Claire, ok. Je témoigne. Mais protégez Léo. Réponse immédiate, demain, 10h, café des Deux Magots. Amenez les preuves. La nuit à la villa est blanche. Aurore ne ferme pas l'œil. À 4h17, elle se lève, descend à la cuisine. Charles-Henri est là, en peignoir, un verre de whisky à la main. Tu ne dors pas? Elle sursaute. Il s'approche, pose une main sur son épaule. Tu sais, Aurore, je ne t'ai jamais menti. Pas vraiment. Il ouvre un tiroir, sort un dossier. Dedans, un test ADN. Paternité, 99,98% Charles-Henri de Rochebrune, Léo Valois. Elle chancelle. Quand? Il répond calmement, à l'hôpital, quand tu étais infirmière. Camille était en réanimation. Tu m'as apporté un café. On a parlé. Une nuit. Tu ne te souviens pas? Elle fouille sa mémoire. Une garde de nuit, un homme effondré dans le couloir, elle lui a tendu un gobelet. Ils ont pleuré ensemble. Elle était enceinte de son mari, mais, non, c'est impossible. J'ai fait le test après le restaurant. Les yeux de Léo, ce n'était pas un hasard. Il sourit, triste. Tu es la mère de mon fils. Je t'ai cherché partout après l'incendie. Je voulais vous sauver. Le monde vacille. Aurore court dans la chambre, réveille Léo, l'habille en vitesse. Charles-Henri la suit. Tu ne peux pas partir. Il est à moi aussi. Elle hurle, tu as brûlé mon immeuble. Tu as tué mon mari. Il nie, les larmes aux yeux. Non. C'était Margot. Elle voulait l'assurance. J'ai couvert pour protéger la famille.
Mais je n'ai jamais voulu ta mort. Elle claque la porte, descend l'escalier en colimaçon, Léo dans les bras. Dehors, la mer est grise, le vent hurle. Elle marche jusqu'à la gare, prend le premier train pour Paris. Charles-Henri ne la suit pas. Il sait qu'elle reviendra point à Paris, elle file au café des Deux Magots. Claire est là, avec un avocat et un huissier. Aurore dépose les preuves sur la table, clé USB, enveloppe, test ADN. Tout est là. Claire hoche la tête. On publie demain. Mais il faut un lieu sûr pour vous. Elles partent pour un foyer sécurisé en banlieue. Léo dort dans une chambre inconnue, entourée de jouets donnés. Aurore ne ferme pas l'œil. À 6h43, son téléphone vibre. Charles-Henri regarde les infos. Elle allume la télé. Flash spécial, Charles-Henri de Rochebrune arrêté pour corruption, faux en écriture et subornation de témoins. Image de lui menotté, sortant de son bureau. Margot est là aussi, en garde à vue. Samir réapparaît dans un reportage, visage flouté, j'ai fui pour protéger ma famille. Mais la vérité doit éclater. Le lendemain, l'article du Monde fait la une. Aurore témoigne anonymement, mais les détails sont accablants. Le quartier de Belleville se soulève, manifestation, banderole justice pour les expulsés. Charles-Henri est écroué à la santé. Léo reste avec Aurore, sous protection policière. Les semaines passent. Les dons affluent, associations, particuliers, même des anciens voisins. Aurore achète un petit appartement à Ménilmontant, 2 pièces, vue sur les toits. Elle reprend des études d'infirmière, à mi-temps. Léo va à l'école maternelle, cicatrice discrète sous son pull point un matin de printemps, elle reçoit une lettre de prison. Charles-Henri. Je ne demande pas pardon. J'ai aimé Léo à ma façon. Il est mon fils. Si un jour il veut me voir, je serai là. Sinon, je disparaîtrai. Elle froisse la lettre, la jette. Mais le soir, elle la récupère dans la poubelle, la range dans une boîte avec les photos de son mari. Elle ne sait pas encore point l'été arrive. Le quartier de Belleville renaît, Rochebrune Immobilier, sous administration judiciaire, finance la reconstruction. Les anciens locataires reviennent, les immeubles neufs portent des noms de victimes de l'incendie. Aurore est invitée à la pose de la première pierre. Elle tient Léo par la main. Des caméras la filment. Elle parle, on ne répare pas une vie avec des briques. Mais on peut bâtir un avenir. Applaudissements. Léo tire sur sa manche. Maman, c'est qui le monsieur là-bas? Elle se retourne. Dans l'ombre d'un échafaudage, une silhouette. Charles-Henri, en civil, amaigri, regarde. Il sourit à Léo, lève la main en salut discret, puis disparaît dans la foule. Aurore ne bouge pas. Elle serre la main de son fils. Un an plus tard, le foyer Les Restes du Cœur ouvre ses portes rue de la Roquette. Aurore en est la directrice. Des mères sans abri y trouvent un lit, un repas, un avenir. Léo, 5 ans, court dans la cour, distribue des crayons de couleur. Chaque soir, elle lit une histoire. Ce soir-là, c'est Le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur. Elle ferme le livre, embrasse Léo. Dehors, Paris brille. Elle sort sur le balcon. Une enveloppe glisse sous la porte. Pas de timbre. À l'intérieur, une photo. Léo et Charles-Henri, sur la plage de Deauville, prise à son insu. Au dos, il grandit bien. Merci. Signé, c'est rien d'autre. Elle sourit, range la photo dans la boîte avec la lettre. Elle ne répondra pas. Pas encore point dans la rue, une femme s'approche du foyer. Cheveux courts, lunettes fumées. Claire Meunier. J'ai une nouvelle piste. D'autres incendies suspects. D'autres roches brunes. Aurore hoche la tête. Demain. Elle referme la porte. Léo l'appelle. Maman, viens jouer. Elle rit, court vers lui. Les restes, cette fois, elle les distribue elle-même. Et la nuit, quand Paris s'endort, elle regarde les étoiles. Elle sait que les ombres ne disparaissent jamais complètement. Mais elle a appris à marcher avec. Elle.